Dans la mythologie grecque, Gaïa est la première divinité à émerger du chaos primordial. Elle est la terre elle-même. Mais de tout ce qui vit, Gaïa engendre seul le ciel, Ouranos, les montagnes, Ouréa, et la mer, Pontos. Avec Ouranos, elle donne naissance aux titans, aux cyclopes et aux géants. C'est d'elle que tout procède. Elle est la matrice originelle, l'archétype de la fertilité, la source de toute vie. Dans ce récit fondateur, la Terre est une entité agissante, une force créatrice et régulatrice. Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve cette représentation partout dans le monde. Chez les Aztèques, la déesse de la Terre s'appelle Tonantzin, notre mère vénérée. En Inde, c'est Bhumi Devi. En Afrique du Nord, on retrouve des rites berbères très anciens autour de la fertilité de la Terre. Partout, l'être humain a compris, intuitivement, que la Terre est le substrat vivant de notre existence. Et aujourd'hui, ce regard mythique que certains jugeraient archaïque retrouve une acuité scientifique. Les biologistes du sol, les écologues, les géochimistes, les spécialistes du climat nous disent « La Terre est un système vivant, autorégulé ». C'est le cœur de l'hypothèse Gaïa, formulée par James Lovelock et Lynn Margulis dans les années 70. La biosphère, l'atmosphère, les océans et les sols interagissent comme un super-organisme. Et l'activité humaine actuelle est en train de dérégler cette autorégulation. Ce n'est pas l'agriculture en soi qui est le problème, mais le modèle productiviste qu'on a imposé depuis un siècle. Un modèle qui ne se contente pas de produire, il extrait, pollue, déséquilibre, uniformise et détruit. Depuis toujours, les peuples anciens ont vu en la terre une entité vivante, une mère. Avant de la labourer, on lui parlait. Avant de la cultiver, on la remerciait. Aujourd'hui, ce lien est rompu. Nous traitons la terre comme une machine, un substrat, une ressource à épuiser. Et comme toute machine poussée au-delà de ses limites, elle casse. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est un fait historique. Des civilisations entières se sont effondrées pour avoir négligé leur sol. Prenez la Mésopotamie, par exemple. Sumer, Akkad, Babylone, ce sont les berceaux de l'écriture, de la loi, de la cité. Mais ces grandes civilisations ont abusé de l'irrigation, provoquant la salinisation des sols. Le blé a été remplacé par l'orge, moins exigeant. Puis, plus rien. Le croissant fertile est devenu croissant stérile. Autre exemple, l'île de Pâques. Les Rapa Nui ont coupé leurs forêts pour ériger les moaïs. Sans arbres, le sol a été lessivé par les pluies. Plus d'agriculture, plus d'eau douce. Plus de nourriture. Société en effondrement, famine, guerre civile. Tout ça sur une île de 160 km². Imaginez ça à l'échelle de toute la planète. Et nous y sommes. Aujourd'hui, chaque année environ 75 millions de tonnes de sol fertile disparaissent. Des zones mortes apparaissent dans les océans à cause des excès d'engrais. L'agriculture intensive est responsable de près de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de la disparition de plus de 70% des insectes volants en Europe en 30 ans et de la contamination de milliers de nappes phréatiques. Les paysans, pris au piège d'un système qui les pousse à produire toujours plus, au moindre coût, paient parfois de leur vie cette dépendance. Et pourtant, tout cela se fait au nom d'un impératif noble, nourrir l'humanité. Mais quelle humanité nourrissons-nous? Si nous tuons la planète, qui nous nourrit? Alors voici la vraie question. Comment l'agriculture, née pour nous faire vivre, était devenue un outil de destruction? Comment, voulant nourrir le monde, sommes-nous en train de le stériliser? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Il y a environ 12 000 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après des centaines de milliers d'années de chasse, de cueillette, de nomadisme et de dépendance à la nature, l'humain a commencé à la domestiquer. C'est la révolution néolithique. Sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, du Nil, de Jourdain, de l'Indus ou de Yangtze-Yang, les premiers humains ont cessé de suivre les troupeaux pour en créer. Ils ont cessé de cueillir les céréales sauvages pour les planter. C'est là que naissent l'agriculture et l'élevage. Et avec eux, la sédentarisation. Les villages, puis les villes, c'est le début de l'histoire écrite. Mais cette révolution est ambivalente. D'un côté, c'est le génie humain, la capacité à planifier, prévoir, produire, mais de l'autre, c'est le début d'un changement radical de rapport au vivant.
Le chasseur-cueilleur vivait au rythme de l'écosystème. Il dépendait de la diversité naturelle, des cycles et de la régénération des espèces. Il ne produisait pas, il prélevait. Le paysan, lui, décide quoi faire pousser, ou quand, et en quelle quantité. Il impose un ordre à la nature, il transforme le vivant en système. L'agriculture est l'acte de transformer le vivant en système. Et ce système, très tôt, s'est accompagné de hiérarchie. Avant l'agriculture, pas de propriété, pas de frontières, pas d'accumulation. Mais il y a les terres, les greniers, les surplus, et donc les inégalités, les castes, l'État. Des anthropologues comme James Scott ou David Graeber ont montré que l'apparition de l'agriculture a presque toujours coïncidé avec celle d'une administration centralisée, d'un contrôle accru et souvent d'une militarisation de la société. Et tout cela repose sur une promesse, celle de produire plus pour garantir la sécurité alimentaire. Mais cette promesse a un coût et très tôt il s'est manifesté. L'agriculture des débuts n'était pas celle écologique que certains idéalisent. Elle impliquait très tôt la déforestation, l'irrigation massive, la destruction des écosystèmes locaux. Pour faire pousser le blé, le millet ou du riz, il fallait couper les forêts, détourner les rivières, épuiser les terres. Ce fut une forme de réduction de la biodiversité avant même que le mot existe. Les premières monocultures apparaissent. Efficaces au début, elles épuisent rapidement les sols. On plante et replante les mêmes espèces au même endroit. Résultat, perte de fertilité, besoin d'irriguer davantage et apparition des premières pollutions salines. La monoculture, c'est le fait de cultiver une seule espèce végétale sur une grande surface, année après année. Si ça semble pratique, mécanisation facile, récolte homogène, organisation simplifiée, c'est en réalité l'un des pires traitements infligés au sol vivant. Pourquoi ? Parce qu'un sol sain est un écosystème complexe, où chaque plante, chaque micro-organisme, chaque ver de terre joue un rôle dans l'équilibre. En cultivant toujours la même plante, on appauvrit la biodiversité microbienne, on perturbe les cycles naturels des nutriments, et surtout on épuise les mêmes minéraux encore et encore. C'est comme si un humain mangeait uniquement du riz blanc toute sa vie. Carence garantie. Résultat, le sol devient de plus en plus dépendant des engrais chimiques pour compenser ce déséquilibre et de plus en plus vulnérable aux maladies et aux ravageurs, qui profitent de cette homogénéité pour se multiplier. La monoculture transforme donc un sol vivant en substrat dépendant, comme un patient sous perfusion, et à long terme, elle mène à l'érosion, à la compaction et à la stérilité. C'est exactement ce qui est arrivé à Sumer, entre 3000 et 2000 avant notre ère. Les Sumériens étaient d'excellents agriculteurs. Ils avaient mis en place des systèmes d'irrigation avancés, creusé des canaux, domestiqué plusieurs variétés de blé, mais ils ont surexploité leurs terres. L'eau, en s'évaporant dans un climat aride, laissait derrière elle du sel qui s'accumulait dans les champs. Résultat, les rendements de blé ont chuté de 60% en quelques siècles. Ils ont dû se rabattre sur l'orge, plus résistant à la salinité, mais moins nutritive. Et ce phénomène s'est reproduit ailleurs. En Chine du Nord, les crues du fleuve Jaune sont devenues incontrôlables à force de déforestation. Dans le bassin méditerranéen, les pentes agricoles surpâturées ont conduit à l'érosion massive. En Amérique précolombienne, les Mayas ont connu un effondrement partiel de leur population lié à la dégradation des terres. L'histoire agricole de l'humanité est donc marquée par une tension permanente. Produire plus, sans détruire la base sur laquelle repose cette production. Et très tôt, on a choisi le court terme. Très tôt, on a sacrifié les équilibres écologiques sur l'autel de la sécurité alimentaire ou de l'expansion politique. Ce qu'on appelle progrès agricole a donc souvent été un progrès technique au détriment du vivant. Et cette dynamique, commencée il y a 12 000 ans, n'a fait que s'intensifier. Avec le fer, avec les empires, avec les machines, avec les engrais. Mais la logique est toujours la même. Imposer à la terre un rendement. Pendant des millénaires, l'agriculture a été fondée sur l'observation des saisons, la transmission de savoirs empiriques et l'interaction avec la terre vivante. Mais au XXe siècle, tout change, brutalement. À partir des années 40, l'agriculture entre dans une nouvelle ère, celle de la mécanisation totale, de la chimie systémique et de la dépendance technologique. On l'a appelée la révolution verte. Sur le papier, c'est une promesse noble, mettre fin à la faim, dans le monde grâce au progrès scientifique, des semences à haut rendement, des engrais intelligents, des pesticides ciblés, des tracteurs puissants.
En pratique, cela a entraîné une transformation radicale du rapport à la terre, une rupture complète avec le fonctionnement naturel des écosystèmes agricoles. À la base de cette révolution, le pétrole. On l'oublie souvent, mais notre alimentation moderne est qu'une forme de pétrole transformé. Les fameux engrais NPK, azote, phosphore et potassium, sont issus de procédés chimiques qui consomment des quantités colossales d'énergie fossile. L'azote vient du procédé Haber-Bosch qui fixe l'azote de l'air en ammoniac grâce à du gaz naturel. Le phosphore est extrait de mines non renouvelables, souvent à ciel ouvert. Le potassium vient de dépôts miniers fossiles. Résultat, un champ de blé moderne aujourd'hui ne pousse plus sur la base de son sol, mais sur la base d'un cocktail chimique fabriqué à partir d'hydrocarbures. Oui, les rendements ont explosé. Dans certains pays, on a multiplié par 2 ou 3 la production de céréales en 30 ans. Mais à quel prix ? À chaque grain de productivité correspond une perte de diversité biologique, une pollution croissante, une dépendance accrue aux intrants industriels. Le sol devient un substrat neutre, les plantes des machines photosynthétiques optimisées, le paysan un opérateur. Et la terre, elle perd sa capacité à se régénérer. Pour tenir ce système, il a fallu employer la chimie comme arme de contrôle du vivant. D'abord, les herbicides, comme le glyphosate, un désherbant total inventé dans les années 70, qui tue tout ce qui n'est pas génétiquement modifié pour lui résister. Aujourd'hui, on en retrouve des traces dans les sols, l'eau, l'urine humaine et même dans le miel ou le pain. Ensuite, les insecticides, comme les néonicotinoïdes, responsables de l'effondrement des populations d'abeilles et d'insectes pollinisateurs. Ces molécules systémiques pénètrent dans toutes les parties de la plante, rendant le pollen et le nectar neurotoxiques pour les insectes. Enfin, les fongicides qui éliminent les champignons, bons ou mauvais, sans distinction, et qui détruisent au passage des mycorhizes, ces réseaux souterrains de champignons qui relient les plantes entre elles. La logique est simple, éradiquer le désordre du vivant pour imposer l'ordre chimique. Ce modèle a transformé l'agriculture en une industrie extractive, comme une mine de charbon ou un puits de gaz. On vient prélever, exploiter, épuiser. Et comme dans toute industrie extractive, plus on épuise, plus il faut injecter pour compenser. Plus on stérilise le sol, plus il faut d'engrais. Plus on déséquilibre des écosystèmes, plus il faut de pesticides. Plus on mécanise, plus on compacte. Et plus on irrigue, plus on salinise. C'est un cercle vicieux, et c'est un piège systémique. Car ce modèle, une fois mis en place, s'enferme. Les paysans deviennent dépendants des semences hybrides, des produits phytosanitaires, des marchés mondialisés, des bons qui financent leurs machines. La biodiversité cultivée chute, les terres sont achevées par des groupes industriels ou des fonds d'investissement, et la logique productiviste ne laisse aucune place à la complexité du vivant. Alors oui, on peut nourrir plus de gens à court terme, mais on appauvrit tous les fondements biologiques sur lesquels repose cette alimentation. On dévaste les insectes, les oiseaux, les vers de terre, on détruit la fertilité des sols, la qualité de l'eau, la résilience des paysages, et surtout on rend les agriculteurs eux-mêmes prisonniers d'un système qui les dépasse. S'il y a bien une victime silencieuse de l'agriculture intensive, c'est le sol. Pas la terre, au sens vague, pas la poussière marron qu'on voit après le labour, non, le sol vivant. Ce système biologique complexe qui permet à toute forme de vie terrestre d'exister. Cette architecture dynamique, faite de particules minérales, de matière organique, d'eau, d'air, de racines, de bactéries, de champignons, d'insectes et d'animaux microscopiques. Un seul gramme de sol en bonne santé peut contenir plus d'organismes vivants que d'humains sur Terre. C'est un écosystème en soi, un organe de la biosphère. Mais ce vivant, l'agriculture moderne l'a littéralement assassiné. Commençant par l'érosion. À force de labourer, de laisser le sol nu entre deux cultures, de détruire les haies et les couverts végétaux, on expose la terre au vent et aux pluies. Et la couche supérieure la plus fertile, celle qu'on appelle la litière organique, s'envole ou est lessivée. Il faut environ 100 ans pour que la nature forme 1 centimètre de sol fertile. Mais en quelques heures, un orage peut en emporter 3 ou 4. Chaque année, c'est l'équivalent de plusieurs millions d'hectares de terres cultivables qui sont perdus à cause de l'érosion. Deuxième processus, l'appauvrissement biologique. Quand on laboure, on casse la structure naturelle du sol, on expose les micro-organismes au dioxygène, on accélère l'oxydation de la matière organique, on détruit les galeries des vers de terre, on interrompt les réseaux mycorhiziens.
Quand on utilise des engrais chimiques, on rend inutile l'activité des bactéries fixatrices d'azote. Quand on arrose mécaniquement, on lessive les minéraux. Quand on utilise des fongicides, on tue les champignons, même ceux qui travaillent pour les plantes. Le résultat, c'est qu'on passe d'un sol vivant à un substrat inerte, qui n'a plus d'autonomie, il ne respire plus, il ne régule plus, il ne stocke plus le carbone, il ne filtre plus l'eau, il ne nourrit plus rien, sauf si on lui injecte de la chimie. Troisième problème, le compactage. L'agriculture industrielle adore les gros engins, tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, remorques. Mais un tracteur de 10 tonnes qui passe sur le même champ 10 ou 15 fois dans l'année tasse le sol en profondeur. Ce compactage crée ce qu'on appelle une semelle de labour, une couche dure, imperméable, qui bloque l'infiltration de l'eau, l'ancrage des racines et la circulation des gaz. Le sol devient une éponge écrasée, il n'absorbe plus, il ruisselle. Et quand il pleut, il inonde. Quand il fait sec, il craquelle. On croit que le champ est propre et bien travaillé, mais en réalité il est étouffé de l'intérieur. Enfin, il y a la dépendance aux intrants. Un sol vivant sait nourrir les plantes, il recycle le nutriment, fixe l'azote atmosphérique, dégrade la matière organique, produit des enzymes, des hormones, des antibiotiques naturels. Mais dès qu'on remplace tout ça par des formules chimiques, le sol désapprend à fonctionner. C'est comme un muscle qu'on immobilise, il s'atrophie. Et c'est là que commence la spirale. Plus le sol est stérile, plus il faut d'engrais, plus on met d'engrais, plus on détruit les micro-organismes, plus on détruit, plus il faut compenser. Et pourtant, un sol sain pourrait résoudre une partie des plus grands problèmes de notre époque. Il stocke du carbone, donc lutte contre le changement climatique. Il retient l'eau, donc réduit les inondations et les effets de sécheresse. Il nourrit les plantes sans pesticides, donc protège la santé. Il abrite une biodiversité invisible mais essentielle à la résilience des écosystèmes. On l'oublie trop souvent, mais l'agriculture intensive n'est pas seulement une affaire de pesticides ou de sol. C'est aussi et peut-être surtout une immense ponction sur le cycle de l'eau. Aujourd'hui, plus de 70% de l'eau douce prélevée sur Terre est stérilisée pour l'agriculture, pas pour boire, pas pour l'industrie, pour arroser des champs. Mais arroser comment? À quel prix? En multipliant les cultures gourmandes en eau, riz, maïs, coton, amandes, soja, souvent des régions semi-arides, on pompe toujours plus dans les nappes phréatiques. On vide des aquifères vieux de milliers d'années, comme on viderait une baignoire, mais sans jamais la remplir. Dans certaines régions comme l'Inde, l'Iran ou la Californie, des nappes souterraines s'effondrent, et s'effondrent littéralement. Le sol s'abaisse, les puits se tarissent et les conflits hydriques s'installent. Quand on irrigue trop, surtout en climat sec, l'eau s'évapore plus vite qu'elle ne s'infiltre. Et ce qu'elle laisse derrière elle, ce sont les sels minéraux. Au fil des ans, ces sels s'accumulent, les plantes meurent, le sol se durcit, la terre devient blanche, craquelée, stérile, comme un désert lunaire. C'est ce qui est arrivé à la Mésopotamie, berceau de l'agriculture. Ce n'est pas une image du passé. Aujourd'hui, plus de 20% des terres irriguées dans le monde sont en cours de salinisation. Un suicide lent, mais systémique. Mais ce n'est pas tout. L'agriculture intensive pollue l'eau, aussi bien en surface qu'en profondeur. Les engrais azotés, les nitrates, les phosphates, les pesticides, tous ces intrants se retrouvent dans les rivières, les lacs, les nappes et même dans les océans. Ils provoquent un phénomène redoutable, l'eutrophisation. Quand une rivière est saturée d'azote, les algues explosent, prolifèrent, puis meurent. Et en se décomposant, ils consomment tout l'oxygène de l'eau, jusqu'à asphyxier toute vie aquatique. C'est ainsi qu'apparaissent les saules mortes marines, comme celle tristement célèbre du golfe du Mexique, grande comme la Bretagne, où il n'y a plus un seul poisson. La mer est vivante, mais l'agriculture la tue à distance, depuis les terres intérieures. Et enfin, il y a l'accaparement. Dans certains pays, l'eau est devenue une ressource stratégique captée par les multinationales de l'agro-industrie. Des cultures comme les avocats, les pistaches ou les fraises destinées à l'exportation engloutissent des milliards de litres dans des régions déjà en stress hydrique. Pendant que les populations locales font la queue pour une citerne, des champs verts pompent dans les dernières réserves. Quand on parle de changement climatique, on pense souvent aux voitures, aux avions, aux usines, mais on oublie un coupable bien plus discret, bien plus vaste. L'agriculture industrielle. Elle est responsable d'environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas uniquement à cause des tracteurs ou des camions. Les véritables bombes climatiques agricoles sont invisibles. Ce sont le méthane,
et le protoxyde d'azote, deux gaz bien plus puissants que le CO2. Le méthane, c'est le gaz émis par les ruminants, bovins, ovins, caprins, à travers leur digestion. Chaque vache est une petite usine à méthane, et l'élevage industriel avec ses dizaines de milliards d'animaux est devenu un véritable méthaniseur planétaire. Or, le méthane a un pouvoir de réchauffement 80 fois supérieur à celui du CO2 sur 20 ans. Et ce n'est que le début. Le protoxyde d'azote, lui, est libéré par les sols traités aux engrais azotés de synthèse. Chaque fois qu'on surdose un champ en azote, et c'est quasi systématique, une partie se volatilise et forme ce gaz. Un gaz 300 fois plus réchauffant que le CO2. Chaque fois qu'on rase une forêt pour planter du soja, du maïs ou du palmier à huile, on libère tout le carbone stocké dans les arbres et le sol, tout en détruisant l'écosystème capable de l'absorber. Les grandes cultures industrielles sont les nouvelles frontières de la déforestation. Le soja destiné à nourrir le bétail européen et chinois dévore l'Amazonie. L'huile de palme, présente dans des milliers de produits industriels, ravage l'Asie du Sud-Est. Et demain, ce seront peut-être les céréales, pour les biocarburants qui s'attaqueront à l'Afrique. Un champ de blé, à perte de vue, c'est propre, c'est net, c'est efficace, mais c'est aussi, biologiquement parlant, un désert. Les monocultures, ces vastes surfaces dédiées à une seule espèce, sont des systèmes hostiles à la vie. Ils éliminent tout ce qui n'est pas directement rentable. Plantes, adventices, insectes, micro-organismes, champignons, et ce qu'on appelle mauvaises herbes, nuisibles ou ravageurs, ce sont en réalité les maillons d'une chaîne du vivant, une chaîne que l'agriculture industrielle brise méthodiquement. Prenons un indicateur frappant. Les insectes pollinisateurs, abeilles, papillons, coléoptères, ils sont responsables de près de 75% de la pollinisation des cultures alimentaires. Sans eux, pas de fruits, pas de légumes, pas de graines. Et pourtant, depuis 30 ans, ils disparaissent à un rythme effrayant. Le coupable ? Les pesticides systémiques, comme les néonicotinoïdes, qui désorientent les abeilles, les champs stériles, sans haies, sans fleurs, sans abri. La fragmentation des habitats, remplacée par du béton ou du maïs. Mais ce ne sont pas que les insectes, ce sont aussi les oiseaux, privés de nourriture, les vers de terre empoisonnés par les engrais chimiques, les champignons symbiotiques essentiels aux plantes, mais détruits par les fongicides. C'est toute une toile de la vie qui se déchire discrètement jour après jour. On oublie que la biodiversité n'est pas un luxe, ce n'est pas une option esthétique, c'est le tissu vivant qui rend la planète habitable. Un sol riche en vers, en bactéries, en mycorhizes, c'est un sol vivant, résilient, nourricier. Un champ sans vie est un simulateur agricole, un décor de production, mais plus un écosystème. Et c'est là l'ironie tragique. En voulant maximiser les rendements, l'agriculture intensive tue les auxiliaires naturels qui faisaient ce travail gratuitement depuis des millions d'années. Il coupe la branche sur laquelle elle est assise et il continue de scier encore et encore. Pendant des millénaires, les paysans ont incarné la mémoire du sol. Aujourd'hui, ils sont les premières victimes du système. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris à la gorge par les dettes, les intrants, les machines, les normes et surtout la pression de l'agro-industrie. Ce ne sont plus les cultivateurs, ce sont des opérateurs de chaînes agrochimiques. Ils ne décident plus de ce qu'ils sèment ni de comment ils soignent leur sol. Ils obéissent à un système verrouillé, semences certifiées, engrais obligatoires, prix imposés, marges réduites. Et plus ils produisent, moins ils gagnent. C'est l'absurdité économique de l'agriculture moderne. Mais le coût humain ne s'arrête pas là. Il se glisse aussi dans le corps. Les pesticides censés protéger les cultures empoisonnent les agriculteurs. Maladie de Parkinson reconnue comme maladie professionnelle chez les viticulteurs, cancer, malformations congénitales, troubles hormonaux, et les premières victimes ne sont même pas toujours les utilisateurs directs, ce sont aussi les enfants, les riverains, les bébés exposés dès la grossesse. En même temps que les corps, ce sont les savoirs qui disparaissent. Les gestes transmis de génération en génération, reconnaître une terre fatiguée à l'odeur, lire la lune pour semer, connaître le champignon qui soigne, s'efface, remplacé par des notices, des applications, des engrais en sac. L'agriculture industrielle ne veut pas de paysans autonomes, elle veut des techniciens indépendants. Elle a remplacé la diversité des cultures par l'uniformisation génétique et la diversité des savoirs par des protocoles standardisés. On nous le répète sans cesse, il faut nourrir 10 milliards d'humains. Et c'est au nom de ce mantra qu'on justifie tout. Les pesticides, les OGM, les méga-fermes, les drones, l'IA et même les steaks synthétiques. Mais la réalité, c'est que l'agriculture intensive ne nourrit pas le monde. Elle alimente un système. Oui, l'agriculture industrielle produit plus de tonnes, mais de quoi ? De calories vides, de sucre, d'amidon, de matières premières pour l'industrie agroalimentaire, de blé pauvre en minéraux, de maïs, gavé d'azote,
du soja transgénique pour nourrir des animaux en batterie. Pendant ce temps, la moitié de la planète souffre de malnutrition et l'autre de maladies métaboliques. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de répartition, de qualité et de modèle. Une agriculture perfusée au pétrole et à la dette, ce modèle ne tient debout que grâce à une triple perfusion. Le pétrole pour les engrais synthétiques NPK, les tracteurs, les serres, les transports, les subventions qui compensent artificiellement les marges faibles, les dettes qui enchaînent les agriculteurs à des investissements toujours plus lourds. Autrement dit, ce système ne fonctionne que tant que l'énergie est bon marché, que les États paient pour le maintenir et que les paysans acceptent de sacrifier leur autonomie. Et plus il est fragile, plus il se rigidifie. En bout de chaîne, ce ne sont ni les paysans ni les consommateurs qui décident, ce sont les géants de l'agrobusiness, les nouveaux seigneurs féodaux, ces multinationales qui contrôlent les semences brevetées, les engrais, les pesticides, les filières de transformation et même les politiques agricoles via lobbying et traités commerciaux. Ils se posent en sauveurs de l'humanité, mais créent volontairement la dépendance pour vendre les solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Ce système n'est pas fait pour nourrir les peuples, il est fait pour contrôler les chaînes alimentaires mondiales, du champ à l'assiette. Ce n'est pas un système de production alimentaire, c'est un système de contrôle. L'agriculture industrielle s'est imposée comme la norme. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est qu'un modèle parmi d'autres, une parenthèse de quelques décennies dans une histoire millénaire. Et pourtant, partout sur la planète, des hommes et des femmes réapprennent à cultiver sans détruire. Loin des engrais chimiques et des semences standardisées, l'agroécologie ne cherche pas à dominer la nature, mais à collaborer avec elle. C'est une science, une pratique, mais aussi une philosophie du respect des écosystèmes. Elle repose sur quelques principes simples mais révolutionnaires. Cultiver avec le sol et non sur le sol, recycler l'énergie au lieu de l'importer, diversifier les espèces comme le fait une forêt, favoriser la résilience, pas la productivité brute. Et il nous rappelle que le sol n'est pas un support mais un être vivant. Et que la fertilité, ça ne s'achète pas en sac, ça se cultive avec le temps, la patience et l'écoute. Inspiré des forêts, des steppes, des deltas, la permaculture conçoit des systèmes autonomes, durables et fertiles. En imitant la nature, c'est l'art de concevoir des écosystèmes humains, aussi efficaces que les écosystèmes sauvages. Ici, chaque élément a plusieurs fonctions, et chaque besoin est couvert par plusieurs éléments. Un canard fertilise, lutte contre les parasites, alerte contre les intrus, une haie protège du vent, abrite les auxiliaires, fixe l'azote, un arbre donne de l'ombre, retient l'eau, nourrit les abeilles. C'est une écologie fonctionnelle, un orchestre où chaque être a sa partition. Ces courants mettent accent sur la régénération des sols, épuisés par des années de labour, de produits chimiques ou de monoculture. 3 principes fondamentaux. Ne jamais laisser la terre nue, toujours la couvrir avec des plantes, vivantes ou mortes, ne plus labourer profondément pour ne plus détruire la vie du sol, diversifier les cultures et les rotations pour nourrir une biodiversité souterraine riche et active. Résultat, une augmentation progressive de la fertilité, une réduction des intrants et des systèmes plus résilients face aux sécheresses et aux maladies. Des exemples concrets qui inspirent le monde entier, la ferme du Bec et Loing en Normandie. Une ferme permacole produisant des rendements exceptionnels sur de très petites surfaces, sans machines, sans pesticides, juste avec l'intelligence du vivant. Les rizières du Japon traditionnelles, où les canards remplacent les pesticides, les poissons nourrissent les plantes et les cultures cohabitent avec les milieux humides. Les éleveurs Maasai du Kenya, qui gèrent le pâturage de leurs troupeaux comme un système mobile et régénératif, en symbiose avec la savane. Pendant des siècles, la modernité a voulu dissocier la science du bon sens, la technique de la sagesse, la matière de l'esprit. Ce que les laboratoires du XXIe siècle nous révèlent, c'est que le sol est l'un des systèmes biologiques les plus complexes de la planète. Une poignée de terre contient plus d'organismes que d'humains sur Terre. Des champignons mycorhizaux aux bactéries fixatrices d'azote, des nématodes aux arthropodes, chaque micro-être joue un rôle dans la fertilité, la santé et l'équilibre. Les plantes ne poussent pas toutes seules. Elles dialoguent avec le sol par leurs racines, émettent des signaux chimiques, nourrissent des champignons symbiotiques qui les protègent, échangent des nutriments via des réseaux souterrains complexes comme un internet biologique, le Wood Wide Web. C'est un monde invisible mais profondément intelligent. Un retour à cette intuition ancienne que cultiver la terre, c'est entrer dans un pacte avec le vivant. C'est accepter que nous ne sommes ni au-dessus ni en dehors, mais au cœur de la nature. Dans de nombreuses traditions ancestrales, la terre était sacrée. Les saisons étaient rythmées par des rituels.
La graine était bénie avant d'être semée. Aujourd'hui, la science nous permet de mesurer la beauté de ces équilibres, d'en comprendre les rouages, ainsi d'en confirmer la sagesse profonde. Nous avons traversé l'histoire, les mythes, la science, les crises. Nous avons vu comment l'agriculture, censée nourrir la vie, on est venu à l'épuiser. Comment en remplaçant la nature par des modèles industriels, l'humanité s'est coupée de ses propres racines. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité, parce que tout commence par une prise de conscience. Quand on comprend que le sol est vivant, que l'eau est rare, que l'air est fragile, que la biodiversité est le tissu même de la vie, il s'agit de réorienter notre intelligence, de remettre le savoir au service du vivant et de comprendre que chaque décision quotidienne jusqu'au contenu de notre assiette est un vote pour un monde fertile ou stérile. Car oui, changer nos assiettes, c'est déjà changer le monde. Privilégier l'agriculture paysanne, les circuits courts, les aliments vivants, c'est soutenir des systèmes qui soignent la terre au lieu de la brûler. C'est passer du modèle extractif au modèle régénératif. C'est reconnaître que l'agriculture du futur ne sera pas simplement productive et devra être une médecine pour la planète. Et si au lieu de chercher à dominer la nature, nous apprenions enfin à coopérer avec elle, à la soigner, à l'écouter, à la comprendre, non comme une ressource mais comme une alliée, une intelligence, une mère.